Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, victoire importante de Monaco en Euroleague. La Roca Team a battu Baskonia hier soir 78-68 et se rapproche des playoffs. Ce succès, nous l'analyserons dans quelques instants avec le spécialiste du basket sur Monaco Info, David Cosette. Puis nous recevrons Maude Fontenoy, femme de conviction et d'exploit. Maude Fontenoy se bat pour la préservation et l'exploitation des océans. Elle viendra dévoiler sur notre antenne son dernier ouvrage. Et à la fin de ce JT, nous aborderons avec Vincent Vatrican la prochaine projection de l'Institut audiovisuel de Monaco, La Tortue Rouge, un film d'animation de Michael Dudok-Devitz. Je vous le disais en titre, deuxième victoire en une semaine pour la Roca Team en Euroleague. 48 heures après avoir dominé l'Olympiakos, les Monégasques ont remis cela face à Baskonia. Avant de recevoir David Cosette pour en parler, je vous propose de regarder ce résumé. Il est signé Yannick Debevert. Antépénultième match de Monaco cette saison en Euroleague. Sur 4 victoires consécutives, c'est une équipe de Baskonia pleine de confiance qui est venue défier Monaco sur ses terres. Les Basques imposent très rapidement un gros défi physique à la Roca Team. Les deux équipes sont très proches et le premier quart-temps se finit à l'avantage des visiteurs 18-19. Mais l'arme principale de Monaco, c'est véritablement sa profondeur de banc. Le deuxième quart-temps sera encore décisif pour la Roca Team qui va prendre 10 points d'avance à la mi-temps. Dante Hall est impressionnant avec 10 points et 7 rebonds dans la valise. La seconde mi-temps commence sur les chapeaux de roue pour les Roca Boys. Alpha Diallo inscrit rapidement 3 paniers. Et sur ce shoot de Bacon, Monaco compte 21 points d'avance. Les prochaines minutes seront à l'avantage des Basques qui passent un 26 entre la fin du troisième et le début du dernier quart-temps. Toujours devant à +7 malgré tout, Monaco ne panique pas et assure sa fin de match grâce notamment à un Alpha Diallo au summum de la combativité. Le capitaine Léo Westermann prend ses responsabilités et fait mal à la tête de Vitoria qui encaisse un 9-0 fatal. Monaco s'impose finalement 78-68 et conforte sa place dans le top 8. Fin de saison en revanche pour Baskonia qui ne peut mathématiquement plus atteindre les playoffs. Léo, vous vous êtes fait peur, en tout cas vous nous avez fait peur. Oui, voilà, on a eu une séquence, un temps faible assez fort. Ils ont su en profiter, ils ont changé, ils ont joué plus vite, plus petit. On a eu du mal sur ces 5 minutes, mais on s'est bien repris. Et à la fin, on contrôle bien le match, on fait les bonnes actions au bon moment et voilà, c'est une autre victoire super importante. On a un gros challenge devant nous, on ne veut pas s'arrêter là. On veut continuer, on est sur notre lancée. Voilà. Vous le voyez au classement, Monaco est bien placé alors qu'il lui reste 2 matchs à jouer. Le prochain à Milan avant de finir à domicile face à Berlin pour un match qui pourrait sonner comme une finale de saison régulière. Monaco qui fait donc un grand pas vers les playoffs. Sacha Obradovic le disait mercredi soir. La victoire contre l'Olympiakos aurait été sans valeur si l'équipe ne gagnait pas contre Baskonia. Bonsoir David Cosette. Bonsoir. Cette victoire compte énormément pour la Roca Team. Oui, c'est vrai. Il aurait fallu tout recommencer. Et puis surtout, l'équipe de Monaco aurait été en péril. Il aurait fallu faire un exploit à Milan. Monaco n'aurait plus maîtrisé son destin au niveau comptable face à ses rivaux, le Maccabi Tel Aviv, le Bayern Munich ou l'Étoile Rouge. Donc là, de gagner contre une équipe qui, a priori, sur le papier, était quand même plus faible, c'était vraiment importantissime. Même s'ils se sont fait un petit peu peur, c'est passé. Les Monégasques se sont vraiment montrés solides. Ce qu'il y a d'incroyable avec cette équipe, et on n'arrête pas de se le redire avec Ali Traoré sur les matchs, et tous les observateurs le voient, c'est physiquement, c'est défensivement. Alors c'est vrai, ils ont eu un petit passage à vide au cœur de la deuxième mi-temps, ils ont su se ressaisir, mais quand physiquement on a l'impression qu'ils mangent leurs adversaires. On a vu des meneurs qui n'arrivaient même pas à passer la ligne médiane. On pense à Kostas Loukas, le meneur de la Grèce, c'est quand même pas rien, de l'Olympiakos qui était en grande difficulté. On a vu aussi là des arrières en difficulté. Ils ont une dimension physique que très très peu d'équipes ont en Euroleague, et c'est ce qui pourra leur permettre peut-être de jouer ces playoffs. Justement, ils peuvent espérer conserver cette place dans le top 8 ? Bien sûr, vu ce qu'ils ont montré, il y a eu des matchs références ici. Quand vous battez Olympiakos, qui est quand même 3e de l'Euroleague, de plus de 20 points sans discussion, que vous battez les 2 clubs turcs, ce sont des matchs, et je pense même plus loin,
en play-off, si jamais ils devaient jouer les play-offs. Moi, si je suis un grand club d'Euroleague et que j'ai l'avantage du parquet, j'ai pas envie de tomber sur Monaco. Je préfère jouer une autre équipe que Monaco en play-off. Et qu'est-ce qui fait la force de cette équipe, David ? La puissance physique, on l'a évoqué. La hiérarchie instaurée par Sacha Obradovic, on l'a vu, il n'y a pas une tête qui dépasse, alors qu'en début de saison, on voyait que des têtes qui passaient, des individualités. Le sens du sacrifice, on voit un joueur comme Dwayne Bacon qui, en début de saison, pensait uniquement à marquer ses points et qui là joue vraiment au cœur de l'équipe tout en gardant ses qualités. Ça fait quand même beaucoup de qualités. Et puis la complémentarité, quand on voit par exemple Motiejunas et Dante Hall, tout le monde est d'accord qu'ils ne se ressemblent pas. Et ben voilà, ils sont complémentaires, donc sur chaque poste, il y a de la complémentarité. Et David, à quoi il faudra s'attendre face à Milan la semaine prochaine ? C'est une nouvelle fois un déplacement très important. Oui, c'est une très Milan, c'est comme Barcelone ou le Real Madrid, c'est un candidat non pas au Final Four, mais c'est un candidat au titre, clairement. C'est une équipe qui a été construite pour ça. Ça fait des années que le patron d'Armani met beaucoup d'argent pour enfin gagner ce titre de l'Euroleague. Et depuis qu'il y a Ettore Messina, c'est comme Sacha Obradovic à Monaco, il a mis l'ordre dans la maison à Milan et depuis c'est devenu une machine à gagner. Et ce serait un authentique exploit que de réussir à s'imposer sur le parquet lombard de Milan. Eh bien, merci beaucoup David Cosette pour votre analyse. Avec plaisir. On reste dans le sport avec vous, Alexandra Pagny. Bonsoir. L'équipe de France a battu la Côte d'Ivoire hier grâce à un joueur que l'on connaît bien ici en Principauté. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Effectivement, hier soir, il a été l'auteur d'un but décisif dans les dernières minutes de jeu face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Aurélien Tchouaméni a offert la victoire à l'équipe de France au Vélodrome en match amical, mais à 8 mois du mondial au Qatar, ce genre de victoire est toujours bonne à prendre. Le milieu de terrain monégasque confirme match après match sa montée en puissance au sein de l'équipe de France. Pour sa 8e sélection, il a touché 82 ballons et a réussi 94% de ses passes. Score final 2-1 pour les Bleus qui enchaînent un 6e succès de rang. L'actualité de cette semaine était également tournée vers la mer. Vous avez pu suivre dans nos différentes éditions les nombreux événements liés à la Monaco Ocean Week. Alexandra, vous revenez sur 2 d'entre eux. Oui, Émilie, l'océan et sa préservation étaient largement abordés cette semaine. Quelle est sa situation aujourd'hui ? Comment lier changement climatique et préservation de l'océan ? Mais aussi les acteurs dépendants des océans. C'était l'enjeu d'une conférence Sea and the City sur la résilience des écosystèmes côtiers et marins. Des solutions pour lutter contre la pollution plastique étaient également mises en avant à l'occasion du premier World Plastic Summit qui s'est clôturé ce samedi au Yacht Club de Monaco. Et autre événement qui s'est tenu au sein du Yacht Club de Monaco, les Explorer Awards. Cette remise des prix avait lieu dans le cadre de la manifestation Monaco Capital of Advanced Yachting. Comprenait capital du yachting de demain, plus innovant, plus performant. 3 prix ont donc été remis à des propriétaires de yachts pour leur engagement en matière de protection de l'environnement marin. Et les hôtels de la Principauté s'engagent également dans la protection de notre planète. C'est le cas par exemple de l'hôtel Métropole qui depuis plus de 15 ans a adopté une green attitude. Et pour sensibiliser sa clientèle, l'établissement a convié Maude Fontenoy aujourd'hui pour ses rendez-vous culturels. La navigatrice aux multiples exploits en solitaire a présenté son dernier ouvrage, Bleu, un océan de solutions aux éditions Belin. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Maude Fontenoy. Bonsoir. Dans cet ouvrage, vous tirez la sonnette d'alarme sur les dangers qui menacent les océans. C'est vrai que les océans ont besoin de nous. Je sais que la Principauté est particulièrement engagée sur ces questions. Aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme. Ça a beau être un géant, c'est un géant qui est malheureusement menacé par les activités humaines. Et ce que j'essaye de dire dans ce livre, c'est qu'à la fois, ils sont indispensables à notre survie. C'est vraiment un trésor indispensable à notre vie quotidienne, qu'on habite près, comme ici, ou loin de la mer. En fait, on est tous concernés à travers l'oxygène qu'ils nous apportent, les médicaments, les énergies, la nourriture. C'est vraiment un océan de solutions qu'on a face à nous. Oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais la santé de nos océans est étroitement liée à celle de l'homme. Complètement, c'est-à-dire que sauver les océans, c'est sauver l'homme, c'est le travail que mène ma fondation depuis près de 20 ans aujourd'hui auprès des jeunes, dans toutes les écoles. Et c'est vrai que notre volonté, c'est de pouvoir sensibiliser au maximum et le plus grand nombre sur le fait que quand on va jeter par exemple un papier dans la rue très très loin de la mer, il va un jour retrouver dans la mer
et il va se retrouver ensuite dans ton assiette de sushi parce qu'en fait, tout communique. Et aujourd'hui, malheureusement, selon le WWF, on mangerait l'équivalent de 5 grammes de plastique par semaine et par individu, l'équivalent d'une carte bleue de plastique. Donc en fait, il y a vraiment tout ce qui va dans la mer, les 10 millions de tonnes de déchets rejetés à la mer chaque année, reviennent un jour ou l'autre dans nos vies et dans nos corps. Alors, quelles sont les solutions pour préserver le patrimoine océanique? Là, vous venez déjà de nous citer une première action qui est de ne pas jeter ces déchets n'importe où. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Oui, les solutions, elles sont dans chacun d'entre nous. Elle est déjà de s'intéresser à ce milieu. Moi, je pense qu'en apprenant à aimer, quand on aime quelque chose, ensuite on se bat pour le protéger. Donc, c'est vraiment une grande action de sensibilisation qu'on peut mener dès le plus jeune âge. Ensuite, il y a beaucoup de choses à faire au niveau d'international. Il va bien falloir faire des aires marines protégées. Il va falloir gérer un peu mieux la pêche. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grande inégalité. Quand je prends l'exemple de la France, puisque j'habite à Nice, pas si loin, on va pêcher en France environ 11% de tout ce qui est pêché en Europe. L'Europe, elle pêche 4% de ce qui est pêché dans le monde. Et la Chine, elle est toute seule, elle en pêche environ 50. Donc il va falloir mettre en place des mesures pour éviter cette surpêche, ce pillage également, parce qu'il y a beaucoup de poissons qui sont pêchés de façon illicite, près de 30 millions de tonnes de poissons quand même. Et puis il va y avoir forcément des sujets de rejet à la mer, vous l'avez dit, de rejet de plastique, mais de rejet de déchets. Il y a 60% des plus grandes villes du monde qui n'ont pas de station d'épuration. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour préserver nos océans et donc préserver les solutions qui nous offrent gracieusement. Et déjà, Maud Fontenoy, lorsque vous réalisiez vos exploits, vous aviez constaté les effets de la pollution et du réchauffement climatique ? Alors c'est vrai que pour avoir traversé les océans un peu en long et en large et d'avoir passé plus de temps de ma vie sur les océans que sur la terre ferme, après m'être traversé à la rame ou à la voile, c'est vrai que quand on part, on fait le choix de partir tout seul, traverser par exemple l'océan Pacifique, comme ce fut le cas à la rame dans son tout petit bateau, et qu'on va croiser une nappe d'hydrocarbures ou au large de l'Antarctique, un frigo entre deux eaux, on se dit qu'en effet, il y a quelque chose à faire. Et sur Terre, c'est d'abord les déchets, à 80%, ils viennent d'abord de la Terre. Donc oui, on voit les effets du réchauffement climatique avec la diminution des espèces de poissons. Et malheureusement, on se sent d'une responsabilité quand on revient après sur le continent, d'alerter et de pousser chacun à agir. Eh bien, merci beaucoup, Maud Fontenoy, d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter Bleu, un océan de solutions, un livre coécrit avec Yann Arthus-Bertrand. Merci infiniment. Merci à vous. La crise sanitaire aura impacté de nombreuses entreprises. Nous en parlions d'ailleurs hier avec le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini. Des entreprises qui ont dû se réinventer et s'adapter aux besoins de la clientèle. C'est le cas de cette enseigne familiale implantée à Monaco depuis 1990. Le reportage d'Anaïs Riu. Ce sont dans des locaux de production fraîchement rénovés à Fontvieille qu'opère la magie Versace. Des pâtes fraîches 100% locales made in Monaco. Distribuées principalement dans les grandes surfaces de la Principauté et des Alpes-Maritimes, les pâtes Versace peuvent désormais aussi être livrées directement aux clients monégasques le midi, grâce à la vente en ligne mise en place en mars 2020. C'était quelque chose qu'on avait pensé depuis un moment et qui avait un sens dans cette période qui était assez triste. Depuis quelques années, on était en pleine progression, en pleine croissance en chiffre d'affaires, en visibilité. En mars 2020, malheureusement, il a fallu se réadapter car on a perdu environ 40 à 50% du chiffre d'affaires. Une réinvention déjà imaginée avant l'arrivée du Covid-19 mais rapidement devenue indispensable pour ne pas cesser toute activité. Les gros changements majeurs, c'est vraiment cette activité de e-commerce où maintenant, via notre site internet, vous pouvez choisir votre pâte, la sauce, etc. On fait ça minute et on vous livre directement sur tout Monaco. Dans cette société, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit familial qu'on aime avoir. C'est le papa de Fabio et de Marco qui leur a inculqué ça et on a voulu le garder un maximum. C'est que tout le monde puisse garder son travail et donc on a su se développer au maximum pour qu'on puisse répondre à la consommation actuelle. On a été énormément solidaires tous ensemble et je pense que c'est une énorme leçon de vie et c'était important pour nous de garder nos valeurs d'entreprise et les valeurs familiales. Des valeurs familiales et traditionnelles prononcées mais qui n'échappent pas pour autant à la technologie puisque la crise sanitaire a indéniablement fait progresser l'hygiène et la sécurité des produits alimentaires.
Motivés depuis toujours par la volonté d'être irréprochables, chez Pasta Versace, on produit, mais on s'équipe aussi local. Une protection antibactérienne d'une société monégasque a été installée sur toutes les surfaces exposées. C'est quelque chose qui est fabriqué en France et distribué à Monaco. On est les seuls aujourd'hui en milieu alimentaire à l'utiliser. Ce sera surtout sur des points de contact des mains qui sont vraiment les véhicules les plus sensibles en cas de contamination. Et c'est très efficace contre le Covid, contre la grippe et toute autre bactérie. Pâtes, gnocchi, lasagnes, salades, desserts, tous les produits de la maison sont à commander sur leur site internet et sont ensuite livrés froids pour une consommation à n'importe quel moment de la journée. Alexandra, on vous retrouve pour la suite de l'actualité en principauté. Vous teniez à nous parler de cette nouvelle initiative. Oui, Émilie, vous aviez suivi le premier réparathon qui s'était déroulé fin novembre. Il a donné naissance à un nouveau projet, le Mounegou Repair Café. Installé tous les 2 mois au marché de la Condamine, il propose aux particuliers de venir faire réparer leurs objets défectueux de petite et moyenne taille, ainsi que les vêtements. Une initiative pour favoriser le recyclage et réduire les déchets. La première session aura lieu le samedi 2 avril de 15h30 à 18h. Les vacances de Pâques arrivent à grands pas. Vous avez quelques idées à nous partager pour les plus jeunes. Oui, Émilie, le nouveau musée national propose encore une fois des ateliers pour les enfants. La première semaine, ces ateliers se dérouleront à la Villa Saubert en lien avec l'exposition Monaco-Alexandrie, le Grand Détour. Et la seconde semaine, du 19 au 22 avril, à la Villa Paloma, autour de l'exposition Tremblement. Les ateliers sont ouverts sur réservation pour les enfants de 5 à 7 ans ou de 8 à 12 ans. Puis avis aux philatélistes, 2 nouvelles parutions sont prévues. L'Office des timbres de Monaco a fait savoir que 2 nouveaux timbres seront disponibles à partir du 9 mai. Le premier est un timbre Europa, une catégorie qui fait partie des plus collectionnés par les amateurs. Il sera à l'effigie de François Grimaldi, dit Malizia. Le second lui mettra à l'honneur le 150e anniversaire de la naissance de Serge Diaghilev. Et enfin, au programme de Monaco Info ce week-end, Alexandra, un nouveau rendez-vous de 19h dimanche. Yann Anthony Noguès nous parlera diététique et des dangers d'une importante consommation de viande, l'un des produits que l'on affectionne le plus dans notre alimentation et qui pourtant peut s'avérer néfaste pour notre santé si l'on en consomme trop. Rendez-vous sur notre antenne ce dimanche à 19h. Merci Alexandra, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. La Tortue Rouge, voici le titre du prochain film projeté par l'Institut audiovisuel de Monaco ce mardi 20h au Théâtre des Variétés. Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un film d'animation. Pour en parler et peut-être vous donner envie d'aller le voir, on retrouve Vincent Vatrican et Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Ce soir, nous parlons d'un film dont le titre est La Tortue Rouge. C'est un film de 2016 et c'est un très beau film d'animation là que vous nous proposez. C'est un très beau film de Michael Dudok de Witt, ouais. Qui est un film tout public. Alors c'est un film d'animation, mais c'est un film d'animation qui porte un message universel. Donc c'est pas simplement un film qui s'adresse aux tout petits, mais c'est un vrai film familial à voir avec ses parents. L'histoire est très originale et c'est très poétique en même temps. Alors moi c'est ce qui m'a fasciné dans le film, et du reste dans le travail de ce cinéaste qui a réalisé des courts-métrages un peu dans le même esprit. C'est un film qui est sans parole, ouais. Qui s'exprime purement par le dessin. Donc c'est dire son, déjà. Même s'il n'y a pas de parole. Alors c'est ce que j'allais dire. C'est qu'évidemment ça veut dire qu'il y a une force de l'image qui doit nécessairement véhiculer du sens. Et en même temps, quand on dit l'image, c'est assez réducteur parce que évidemment, qui dit image dit l'éclairage, dit aussi l'ambiance sonore. Et c'est évidemment tous ces paramètres-là qui font l'image et qui font le son, même s'il n'y a pas de parole, qui emportent l'adhésion du spectateur. Donc il y a une vraie poésie dans ce film qui est... C'est un film qui est un peu une Robinsonade, oui. par son propos poétique. Voilà, c'est ça. Un mot sur l'histoire. Qu'est-ce que l'on peut raconter de ce film, sans tout dévoiler évidemment ?
à la suite d'une tempête, un jeune homme se retrouve isolé sur une île dont il n'arrive pas à s'échapper. Et voilà, il va rencontrer une tortue et je ne dis pas la suite puisque cette tortue va avoir une influence importante sur lui et sur la suite de l'histoire. Donc voilà, il faut laisser quand même la surprise aux spectateurs parce que c'est le film est assez inattendu dans ce qu'il va raconter. Mais écoutez, allons voir cette fable moderne, j'ai envie de dire. Tout à fait. La tortue rouge. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. La Tortue Rouge, c'est donc ce mardi à 20h au Théâtre des Variétés. Alexandra Pagny, on vous retrouve pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour dimanche, Alexandra ? Émilie, je vous annonce un temps bien printanier pour cette fin de week-end. Un soleil qui sera largement présent sur l'ensemble de la journée, même s'il faudra compter quelques passages nuageux. Les températures seront très agréables, avec un thermomètre qui affichera jusqu'à 21 degrés. Et en ce 27 mars, nous fêterons les Habib. Oui, et c'est cette nuit également que nous passons à l'heure d'été à 2h du matin. Il sera 3h. Nous perdrons donc 1 heure de sommeil. Ce changement d'heure est d'ailleurs l'objet de nos photos de fin de JT, l'occasion de saluer le travail et l'inventivité des photographes de la direction de la communication. Excellente soirée à tous et à demain, 20h pour le best-of de la semaine.